Bonjour, braves gens. C'est avec la plus grande prudence et la plus grande retenue que je me vois amené aujourd'hui à prendre le micro pour pouvoir discuter avec vous d'un sujet en particulier et qui me paraît de plus en plus important de nos jours. Grâce à cet outil merveilleux qu'est Internet, nombreux sont ceux qui utilisent désormais ce média pour pouvoir partager leur passion. Musique, dessin, cinéma et j'en passe sont le sujet de nombreuses vidéos présentes sur la toile. Les sites de streaming comme YouTube ou Dailymotion permettent à n'importe qui de pouvoir clamer au monde entier sa passion envers telle ou telle forme artistique. Le média qui bien sûr nous intéressera aujourd'hui sera le jeu vidéo, car ce dernier est certainement le média le plus représenté sur ces sites. Let's play, walkthrough, unboxing ou encore documentaire, chacun à sa manière nous parle de notre passion commune qu'est le jeu vidéo. Mais mine de rien, un type de vidéaste en particulier ces derniers temps se font de plus en plus critiquer, les testeurs amateurs. Bien que beaucoup de sites dits professionnels travaillent comme ils le peuvent pour pouvoir faire un test des jeux que vous attendez, certaines personnes, comme votre serviteur ainsi qu'énormément de gens, prennent la peine de prendre le micro et de vous faire partager leur vision des faits sur telle ou telle création. Malgré le fait que beaucoup de ces testeurs se laissent berner par quelques lubies de certains gros groupes du jeu vidéo, d'autres en revanche résistent à cette tentation et restent ainsi fidèles à leurs convictions et à leur point de vue, ce qui a malheureusement le don d'en agacer beaucoup. Frustré, blasé, mal baisé, va te faire enculer et autres colibés sont souvent utilisés pour qualifier le travail des testeurs amateurs ainsi que leur personnalité. Les testeurs amateurs sont très souvent passés au rayon X durant leurs vidéos par de plus en plus de visionneurs ces derniers temps, et particulièrement durant cette dernière génération de consoles. Oubliant totalement que ces testeurs parlent avec leur cœur, travaillent du mieux qu'ils le peuvent pour pouvoir vous proposer une chose qui malheureusement existe moins en moins sur les sites dits professionnels, des tests lucides. Car en effet, une des particularités de ce genre de vidéastes, c'est comme dit précédemment qu'ils restent fidèles à leur point de vue, et ceci quelle que soit la réputation de tel ou tel jeu. Les plus doués d'entre eux vous expliqueront donc qu'est-ce qui selon leur point de vue vaut le détour dans un jeu et qu'est-ce qui toujours selon eux mérite d'être dénoncé. Mais malheureusement ce genre de point de vue dérange beaucoup et pour certains ce genre de vidéo ne devrait carrément pas exister sur un site où apparemment seules les vidéos de divertissement ont leur place. Car c'est en partie dû au fait des très nombreuses vidéos basées sur le divertissement que les avis sérieux sont très souvent critiqués car ces derniers prennent en compte tous les points d'un jeu, les positifs et surtout les points négatifs. Nous en sommes arrivés donc à un point où le moindre défaut mis en avant est très vite interprété comme un cri de haine de la part du testeur et ceci au mépris du reste entier de son travail. Les passionnés de jeux vidéo savent très bien qu'un jeu peut être perçu de façon différente, cela varie bien sûr selon les goûts de chaque joueur, mais également selon leur vécu et leurs connaissances. Et en parlant de connaissances, comme vous le savez, le média du jeu vidéo grandit de plus en plus, du coup un public nouveau est arrivé. Ce public ne supportant pas et ne comprenant pas que l'on puisse avoir un avis différent du leur, il me paraît important d'apporter certaines précisions afin de clarifier les plus ouverts d'esprit d'entre eux sur la position des testeurs amateurs, et ceci grâce à une explication concernant certaines critiques qui reviennent le plus souvent, tout cela en quelques points. Avant bien sûr de sortir cet argument ô combien prétentieux, il vous serait préférable de bien vouloir examiner le testeur qui parle ainsi que de son vécu. Car en effet, ce genre de propos se retrouve très souvent sur des vidéos de testeurs amateurs qui ne jouent pas depuis hier mais bien depuis 10, 20 voire même 30 ans. Par définition, un joueur qui continue de rester dans sa passion malgré le nombre d'années écoulées est très loin d'être blasé. Et croyez-moi, si c'est le cas, il n'aura pas besoin de vous pour s'en rendre compte. Il le dira même à ses visionneurs avant de raccrocher les gants. Si vous dénommez un testeur de blasé tout en sachant qu'il a un certain vécu et qu'il n'a pas l'intention d'arrêter, il ne s'agit pas du tout d'être blasé ou autre chose de ce genre, mais il s'agit bel et bien d'exigence. Si vous n'avez pas de vécu par rapport aux jeux vidéo, vos exigences envers tel ou tel jeu seront minimes. Cependant, pour un joueur vétéran, il repérera quand un jeu amène une certaine régression dans les mécaniques de ce dernier.
Avant de l'ouvrir en disant que tel testeur est un blasé, réfléchissez et demandez-vous qu'est-ce que ce testeur a connu avant de parler de votre jeu favori qui, je le rappelle, peut très bien faire partie de la licence favorite du testeur aussi. Cet argument est très souvent utilisé par des génies du bulbe qui pensent notamment que l'on peut savoir sans y jouer si un jeu nous plaît ou non. Car oui, cette chose fait partie des testeurs passionnés. Malgré l'expérience vécue sur telle ou telle licence, un passionné restera un passionné et un testeur donnera son point de vue, mais surtout, il donnera une chance au prochain jeu, même si les anciens opus lui ont déplu, car s'il y a bien une chose que les testeurs amateurs aiment par-dessus tout, c'est d'être pris de court et agréablement surpris par tel ou tel jeu. Maintenant, posez-vous cette simple question avant de sortir cet argument. Si un testeur amateur continue de tester les derniers opus d'une série qu'il critique depuis plusieurs jeux, le problème vient-il du testeur ou est-ce qu'il vient de la série ? No shit, Sherlock. Évidemment que les tests amateurs sont faits avec le seul point de vue du vidéaste. Bien que cela paraisse logique, dit comme cela, malheureusement ceci doit être rappelé pour beaucoup de monde. Une chose qui vous forcera, il est vrai, à regarder plusieurs vidéastes pour avoir un avis global sur un jeu. Et c'est une chose que vous apporte un testeur amateur. Un point de vue fixe et non un point de vue vague. Bien sûr, les testeurs amateurs ne possèdent pas la sainte vérité. Leur point de vue, une fois de plus, est strictement subjectif. Mais il n'y a pas au moins de point vague du genre « ça, c'est pas top, mais si tu aimes, du coup, c'est bien ». Non, cela n'est pas le travail d'un testeur. C'est à vous de faire un travail sur vous-même pour savoir si telle ou telle chose vous intéressera quand même. Je peux prendre un exemple personnel pour vous expliquer. Étant un fan de la série The Legend of Zelda, j'ai été énormément déçu par l'opus Skyward Sword sorti sur Wii en 2011. Un des points notamment que j'ai trouvé vraiment exécrable, c'est l'ambiance du jeu, beaucoup trop enfantine à mon goût. Cependant, je conçois parfaitement que d'autres joueurs aient adoré ce point-là, et si pendant une vidéo je vous dis que je trouve ce point raté, il ne faut pas uniquement prendre en compte mon point de vue, mais le vôtre également. Encore une fois, un testeur amateur donne son point de vue et peut éventuellement conseiller, mais jamais il ne donnera de marche à suivre, sauf en cas d'extrême foutage de gueule. Oui, c'est à toi que je parle, Warner Bros. Cette phrase est malheureusement balancée par justement ce public émergent qui n'a pas connu le jeu vidéo à l'époque, criant le fait qu'un DLC par définition est optionnel et donc dans tous les cas ne doit pas être critiqué à cause de cela. Il y a là-dessus une grosse mésentente. Quand un testeur râle sur tel ou tel DLC, il y a des raisons diverses. Pour ma part, je trouve souvent ces DLC honteux. Pourquoi ? Encore une fois à cause de mon vécu, car il fut un temps, les skins d'armes de perso, des armes supplémentaires et autres trucs du genre, ce n'était pas à payer, mais bel et bien à débloquer, donnant ainsi aux joueurs une raison pour finir les jeux à 100% et surtout pour que le jeu soit également intéressant sur la durée, et ne soit pas, comme très souvent dans cette génération, littéralement abandonné par les joueurs au bout de 3 mois. Il ne s'agit donc pas d'une critique envers les DLC en général, mais bien contre certains contenus qui devraient être à débloquer, et non pas à payer comme une extension. Tiens, vu qu'on parle d'extension. Ce point est, je dois vous l'avouer, un prétexte pour dénoncer une fois de plus une pratique commerciale douteuse. Je veux bien comprendre que certains joueurs ont besoin de plus de contenu pour leur jeu favori, et les extensions sont en soi un bon moyen. Cependant, maintenant, beaucoup trouvent ça normal de devoir payer 50 € en plus pour un contenu supplémentaire très souvent minable au vu du prix. Comme exemple, et pour pouvoir faire une comparaison récente, regardez ce que propose le Season Pass de Star Wars Battlefront, et ce que vous propose l'extension Heart of Stone de The Witcher 3. Pas besoin d'aller plus loin, mais si vous voulez un autre exemple sur la durée,
Regardez combien vous avez déboursé en tout pour tous les Season Pass des Assassin's Creed, et en comparaison, regardez ce que vous déboursez pour tous les jeux The Elder Scrolls avec toutes leurs extensions. Alliez cela en comparant le contenu que vous obtenez, et vous verrez, c'est assez criant. C'est un sentiment qui peut venir quand on regarde un test par un vidéaste amateur, mais encore une fois, il y a une raison à cela. Quand on énumère les points qui nous ont heurtés dans un jeu, que ce soit positivement ou négativement, nous nous devons de devoir vous apporter des explications sur le pourquoi du comment. Et un point positif demande beaucoup moins d'explications qu'un point négatif. Pourquoi ? À cause de vous. Car oui, on pense encore une fois au public qui regardera notre vidéo, et qu'est-ce qui fait souvent râler les visionneurs ? Le simple fait que l'on pointe du doigt un point négatif, et encore une fois, on peut le comprendre. Pour cela, il ne faut donc pas survoler ces points noirs, mais il faut bel et bien les justifier. Vous-même, quand on décrit un point positif, avez-vous réellement besoin que l'on passe des dizaines de minutes à vous expliquer pourquoi ce point est génial ? Non, car très souvent, le simple fait de vous dire « c'est une excellente chose », cela vous convient directement, pas besoin d'épiloguer. En revanche, quand on vous dit « ce point est raté », si jamais on devait s'en tenir à cela, ce serait assez stupide et au final contre-productif, car cela peut faire passer le mauvais message au visionneur, car contrairement à ce que vous pouvez penser, un point négatif ne veut pas dire que tout est catastrophique sur ce point, mais très souvent, c'est uniquement une chose qui aurait pu être très facilement améliorée. Et pourquoi les 3/4 du temps les testeurs amateurs vous disent que certains points noirs sont inadmissibles ? Encore une fois, grâce à leur vécu. Vous trouvez que de ne pas avoir d'impact de balle sur un mur dans un jeu ou de voir des chaises collées au sol, ce ne sont que des détails insipides ? Certes, mais ce sont des détails qui accentuent une chose que beaucoup de joueurs émergents ne connaissent pas, l'immersion dans un jeu. Tout cela pour dire que si vous avez l'impression qu'un testeur parle plus longtemps des défauts que des qualités, ce n'est pas pour descendre le jeu, mais bel et bien pour vous justifier le pourquoi il pense cela et le comment cela aurait pu être amélioré. Et si vous n'avez pas repéré tel ou tel détail dans un jeu et que vous vous en fichez et pas le testeur, cela ne montre qu'une seule chose. Que le testeur cherche la petite bête ? Non. Cela montre que contrairement à vous, il est rentré pleinement dans le jeu et il a dû malheureusement en ressortir contre son gré à cause de ce genre de détails qui sont très souvent absents de nos jours alors qu'ils étaient présents dans des jeux qui datent de 15 ans. Bref, cela montre une implication beaucoup plus importante chez le testeur que chez vous. On va finir avec ce point-là. Beaucoup de joueurs de nos jours utilisent le jeu vidéo pour la détente et l'amusement occasionnel, et en soi, ils ont parfaitement raison. Le jeu vidéo vaut bien plus et apporte bien plus que de regarder les anges de la télé-réalité. Cependant, ces joueurs-là s'énervent aussi très rapidement quand ils voient leur jeu fétiche se faire broyer par certains testeurs amateurs, revendiquant le fait qu'ils comprennent que l'on puisse être déçu, mais que la prochaine fois, pour apprécier ce jeu, il faudra éteindre son cerveau et jouer. Nous sommes donc en face d'un type de personnes qui ne veulent pas comprendre quoi que ce soit et qui sont prêts à tout laisser passer avec cet argument. J'ai une chose à vous dire, vous êtes un bel abruti. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout une insulte gratuite, mais c'est un fait que vous-même indirectement vous confirmez. Un jeu qui reste simple en soi ne vous demande pas d'éteindre votre cerveau pour l'apprécier. Si un jeu devant vous est banal mais très fun, vous le ressentirez tel quel quand vous y jouerez. Cependant, si un jeu vous demande d'éteindre toute conscience logique et toute connaissance pour pouvoir l'apprécier, et donc de ne pas vous rendre compte que c'est un truc minable que vous avez en face de vous, vous acceptez vous-même le fait de vous rendre abruti pour donner une chance au jeu. Et en plus, vous approuvez. Vous voyez la différence ? Ah, et un dernier point. Pour ceux qui pensent que de jouer à des jeux bourrins c'est la détente, un jeu vidéo comme Professeur Layton ou un Zelda vous détendra beaucoup plus mentalement qu'un Call of Duty ou un Battlefield. Et là, c'est votre cerveau qui parle, car ce dernier est beaucoup plus mis à contribution dans un FPS bourrin que dans un jeu d'énigmes. Ça, c'est une petite parenthèse.
Pour conclure, je vous prierai de bien vouloir voir le travail des testeurs amateurs d'un point de vue différent. La chose la plus importante est de savoir faire la part des choses entre un testeur amateur qui vous parle avec passion et un testeur banal qui vous parle pour faire vendre. YouTube et Dailymotion sont en l'occurrence remplis de personnes peu connues qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir vous proposer des vidéos basées sur leurs pensées et non pas dans le but de vous imposer un point de vue et une idée à suivre, mais bel et bien pour vous conseiller selon son propre point de vue. Bien sûr, il faut une part de divertissement, mais cela n'est pas le premier but du testeur amateur. Il préférera au contraire passer beaucoup de temps à vous parler de sa passion, quitte à ce que cela fasse une vidéo pompante de 2 heures plutôt que de vous passer de la pommade en vous disant que tout est merveilleux pendant un quart d'heure. Bref, un testeur est un véritable passionné qui prend le risque de paraître pompant et exigeant pour vous conseiller le meilleur, et non pas un banal joueur vous donnant simplement une petite sucrerie pour vous faire plaisir. Pour ce genre de choses, d'autres styles de vidéos sont présentes, mais ne reprochez pas aux testeurs amateurs de ne pas entrer dans ce registre, car vous aurez systématiquement tort par rapport au but de la vidéo. Je vous laisse là-dessus, je vous dis bonne partie à tous, et ciao tout le monde!